Ohé là-bas, tu crois que la vie en mer pendant l'âge des découvertes se résumait à des explorateurs héroïques, des brises salées et des couchers de soleil épiques? Détrompe-toi. Ce soir, je balance 33 des réalités les plus stupides, les plus bizarres et carrément absurdes que les marins ont réellement vécues. Des arnaques du vent en sac et des tatouages de coq, jusqu'au poulet ivre et au soufflet à lavement. Ce n'est pas juste de l'histoire. C'est une masterclass en mauvaises décisions, en hygiène douteuse et en superstition créative. Alors prends ton grog, accroche ton estomac et appareillons vers le coin le plus étrange de l'histoire maritime. 1. Donc tu es le nouveau sur le navire, fraîchement sorti de la ferme, et tu t'apprêtes à franchir l'équateur. Tu penses peut-être que tu vas recevoir un chèque, une poignée de main franche? Non. Tu te fais traîner dans une retraite d'entreprise obligatoire venue de l'enfer, dirigée par le roi Neptune, qui n'est autre que le type le plus crasseux du bateau avec une méduse morte sur la tête. Son processus d'intégration consiste à ce que ses potes te maintiennent au sol pendant qu'ils te rasent de près avec un vieux cercle de tonneaux rouillé qui a vu plus d'action qu'une prostituée de Villeport. Puis, pour l'exercice de cohésion d'équipe, il te baptise en plongeant ta tête à répétition, avec vigueur, dans un tonneau de ce qui ressemble essentiellement au projet scientifique oublié du navire. C'est un smoothie tiède et grumeleux d'eau de mer, de vieux restes et de rhum recyclé par tout le monde la veille au soir. Ce n'est pas un rite de passage, c'est une attaque biologique. 2. Tu penses que les NFT sont un investissement idiot? Laisse-moi te présenter leur ancêtre spirituel, le vent en sac. Oui, à l'époque, au port, des escrocs au charme graisseux de télévangélistes vendaient littéralement des sacs d'air. Ils faisaient tout un numéro théâtral, attrapaient une brise dans un sac en toile et le fermaient avec 3 nœuds, propriétaires, brevetés. L'argumentaire de vente était légendaire. Le premier nœud te donne un petit souffle, mon ami. Le deuxième nœud, un bon coup de vent. Le troisième nœud appelle un ouragan qui t'enverra personnellement rencontrer ton créateur. Alors n'y touche pas. Alors, un pauvre pigeon achète cet air premium, artisanal, pour une semaine de salaire. Puis, des mois plus tard, immobilisé par le calme plat et désespéré, il l'ouvre et obtient un prêt triste, sans climax. Il vient de se faire plumer par le tout premier entrepreneur de l'air au monde. 3. Sur un navire où l'eau était strictement réservée à boire ou à rendre le rhum un peu moins inflammable, toutes les autres tâches de nettoyage exigeaient une autre approche. Ils utilisaient la ressource renouvelable, biologique et alimentée par la foule du navire, la pisse. Je ne plaisante pas. Ils avaient sur le pont un énorme tonneau à idées communal où chacun apportait sa contribution. Ce n'était pas juste un biohack marginal, c'était la solution officielle à bord pour tout. Besoin de désinfecter une blessure qui vire au vert? Pisse dessus. Mais son usage le plus glorieux, c'était comme système de lessive ultra efficace du navire. Les chemises blanches impeccables des officiers trempaient dans cette cuve de limonade humaine fermentée pour obtenir ce blanc agressivement blanc. Alors, quand tu vois un capitaine qui a l'air majestueux, sache juste que son col sent vaguement l'asperge et le regret. 4. Les marins n'avaient pas beaucoup foi en Dieu, mais ils avaient une foi immense dans l'idée de trouver des bugs dans son système. Leur astuce préférée consistait à se tatouer un cochon sur un pied et un coq sur l'autre. La logique est si cerveau-galaxie qu'elle en devient presque admirable. Ils se disaient que, comme les cochons et les coqs sont notoirement de très mauvais nageurs, si le marin tombait par-dessus bord, Dieu serait là-haut à gérer l'univers et ferait soudain une double prise. Attends une seconde, c'est un poulet en train de se noyer? Mon code ne permet pas ça. Et à cet instant de blue screen of death divin, Dieu n'aurait d'autre choix que de tendre la main et de repêcher le marin pour éviter un crash du système. C'était moins un acte de foi qu'une tentative d'ouvrir un ticket au support technique auprès du Tout-Puissant. 5. L'aliment principal à bord s'appelait le biscuit de mer. L'appeler nourriture est un abus de langage. C'était plutôt un spécimen géologique qui avait simplement le bon goût d'être fait de farine. Il était cuit jusqu'à avoir la densité d'une boule de bowling et la saveur d'une étagère poussiéreuse. Croquer dedans était un excellent moyen d'échanger tes dents contre une vie entière de nourriture molle. Du coup,
La seule façon de consommer cette brique culinaire était soit de la pulvériser avec un boulet de canon, soit de la laisser mariner dans du rhum, jusqu'à ce qu'elle devienne une sorte de gravier alcoolisé. Et le meilleur? Chaque biscuit venait avec ses propres locataires, une communauté florissante de charançons et d'asticots. Ce n'étaient pas des insectes, c'étaient des vermicelles gigotants. La consigne officielle de la marine était de simplement manger dans le noir. Ce que tu ne vois pas ne peut pas te traumatiser émotionnellement. 6. On pourrait croire que la chose la plus effrayante en mer serait un kraken ou un navire fantôme. Vous auriez tort. L'objet le plus terrifiant de l'univers pour un marin était une banane. Emporter une banane à bord d'un navire était pire que d'embarquer votre belle-mère. C'était un billet garanti, en voie rapide, pour la catastrophe. Les légendes étaient précises. Un navire avec des bananes ferait fuir les poissons, son bois pourrirait plus vite, et le navire lui-même pourrait bien se déprimer et sombrer de pure honte. Pendant que les scientifiques marmonneraient quelque chose à propos du gaz éthylène, les marins connaissaient la vérité. La banane était un agent du chaos, conscient et jaune. Un démon en forme de fruit qui voulait activement les regarder se noyer. Ils auraient préféré avoir un tigre vivant à bord plutôt qu'une seule banane. 7. Si vous vous blessiez en mer, votre médecin était le barbier du bord. Et sa philosophie médicale était simple. Ce membre vous embête. Faisons-en le problème de quelqu'un d'autre. La trousse médicale de ce type était en gros une boîte à outils, et son ordonnance préférée était une bonne vieille amputation à la scie qu'il avait probablement utilisée pour construire son propre établi. L'anesthésie était pour les riches à terre. Votre antidouleur, c'était un shot de rhum et mordre un portefeuille en cuir jusqu'à ce que vous vous évanouissiez. Pendant que 4 gars vous maintenaient, ce type, avec toute la précision chirurgicale d'un bûcheron aux yeux bandés, exécutait ce qui relevait moins d'un acte médical que d'une frénétique menuiserie violente. Son avis Yelp serait « 1 étoile. Je suis venu pour une écharde, je suis reparti avec un moignon, n'a pas offert de sucette ?» 8. Quand on est coincé sur une planche de bois au milieu de nulle part pendant des mois, ses exigences en matière de divertissement chutent. Vite. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils organisaient l'événement sportif le plus prestigieux et le plus dégoûtant connu de l'humanité, des courses de cafards. Le navire était en gros un complexe d'appartements mobiles pour cafards, donc ils avaient une réserve infinie d'athlètes. Les marins capturaient les cafards les plus costauds et les plus sportifs de la cale, leur donnaient des noms épiques comme le cauchemar d'Usain Bolt ou Sir Reginald Scuttles et les plaçaient dans un cercle tracé à la craie. Ensuite, des hommes adultes hurlaient, pleuraient et pariaient leur dernière possession sur l'insecte capable de courir le plus vite en ligne à peu près droite. C'était leur Super Bowl. C'était un spectacle pathétique, glorieux et profondément peu hygiénique qui prouve que l'ennui est la mère de toutes les mauvaises idées. 9. Parlons des mesures disciplinaires au travail. Vous recevez une mauvaise évaluation de performance, peut-être un email sévère des RH. Un marin fait une erreur. Il est soumis à un petit quelque chose qu'on appelle le passage sous la quille, qui est le nom le plus poliment terrifiant de ce qui est essentiellement une mise en pièces sous l'eau à grande vitesse. Le principe était simple. Attacher un homme à une corde, le jeter d'un côté du navire et traîner son corps le long de toute la coque immergée jusqu'à l'autre côté. Or, le dessous d'un navire n'était pas lisse comme les fesses d'un bébé. C'était une métropole déchiquetée, tranchante comme des rasoirs, faite de bernacles, d'échardes et de crasses marines ancestrales. C'était moins une punition qu'une visite forcée d'un récif corallien fait de tétanos et de douleur. Le marin faisait face à un choix amusant. Mourir noyé tout de suite ou mourir un peu plus tard à cause d'un millier d'entailles infectées après avoir été transformé en sashimi humain. Le passage sous la quille n'était pas un moyen de dissuasion. C'était la solution la plus créative et définitive du service des RH. 10. Retirons encore une couche de la sinistre réalité de la vie de marin. Plus précisément, la couche juste sous leurs pantalons. Que portaient-ils comme sous-vêtements? La réponse est un rien retentissant, assourdissant et profondément inconfortable. Leur seule couche était un pantalon en toile raidie au goudron qui avait la texture
et la respirabilité d'une allée en gravier. Ce vêtement n'était jamais lavé. Il évoluait simplement, absorbant des mois de sueur, d'eau de mer, de nourriture renversée et de choix de vie discutables jusqu'à pouvoir tenir debout tout seul. Les irritations qui en résultaient n'étaient pas qu'une gêne. C'était un feu permanent et dévorant à un endroit qu'on ne peut pas gratter en public. L'odeur qui émanait de cette situation était probablement assez puissante pour être classée comme arme chimique. Ce n'étaient pas des pantalons, c'était un document historique vivant et respirant de la souffrance. 11. Les marins étaient là convaincus d'avoir une ligne directe avec les dieux de la météo, mais le mode d'emploi avait été écrit par un fou. Règle numéro 1, siffler était strictement interdit. Pour un marin, un air enjoué n'était pas un signe de bonheur. C'était une invitation personnelle gravée envoyée directement à un ouragan de catégorie 5, lui demandant de passer pour gâcher la journée de tout le monde. C'était le tabou social ultime. Mais que se passait-il s'il se retrouvait sans vent? Avait-il une solution logique? Bien sûr que non. Ils allaient au grand mât et se mettaient à le gratter. Comme un chat domestique qui cherche à attirer votre attention. Des hommes adultes et endurcis, qui se battaient contre les tempêtes et combattaient des pirates, restaient là, à gratter délicatement un énorme poteau de bois avec leurs ongles, croyant que cela ferait venir une brise légère. C'était l'équivalent maritime d'essayer de réparer votre Wi-Fi en murmurant des mots doux au routeur. 12. Après des mois en mer, quand le biscuit de mer était plus charançon que biscuit, le menu est devenu créatif. La source de protéines fraîches la plus abondante et la plus fiable du navire a commencé à paraître appétissante, les rats. Mais ce n'était pas seulement un acte désespéré dû à la faim. Cela a évolué en une véritable sous-culture culinaire. Ce n'était pas de simples rats, c'était des cochons de cale ou des poulets à longue queue. Un marché noir a émergé où un spécimen dodu et bien nourri pouvait se vendre pour une petite fortune. Vous pouvez imaginer les conversations. Regardez le persillage de celui-là. Il s'est gavé du rhum renversé du capitaine, un cru vraiment haut de gamme. Cela représente un effondrement psychologique total, le moment où votre cerveau voit un présage velu de maladie filer dans la crasse et se dit « Vous savez, avec un peu d'ail et de beurre, ce serait délicieux. » 13. Dans le grand concours de l'air détaché tout en faisant quelque chose d'incroyablement stupide, les marins étaient des champions du monde incontestés. Leur geste de domination favori consistait à allumer leur pipe en terre. Dans le vent et les embruns, garder une flamme vivante était difficile. Leur solution? Il suffisait de tenir le charbon ardent ou la braise juste contre le foyer de la pipe, qui se trouvait commodément directement sous leur moustache énorme, magnifique et hautement inflammable. Inévitablement, la moustache prenait feu. Un humain normal réagirait avec panique. Un marin? Il tirerait calmement une longue bouffée pensive, laissant les poils roussissants remplir l'air de l'odeur de cheveux brûlés et de victoire, tout en lançant à ses camarades un regard qui disait « Oui, mon visage est en feu. C'est comme ça que je me tiens au chaud. Vous ne pourriez pas comprendre. » C'était la masculinité toxique dans sa version la plus inflammable. 14. Trouver de l'eau douce était le défi ultime, et cela a conduit à de véritables inventions d'un génie intersidéral. Une théorie en vogue, proposée par quelques génies maritimes oubliés, consistait à dessaler l'eau de mer à l'aide d'un mouton. Enfin, d'une partie d'un mouton. La technologie consistait à prendre une énorme toison de laine, à la plonger dans l'océan, puis à faire en sorte que plusieurs hommes se cassent presque le dos en hissant sur le pont cette masse désormais follement lourde et dégoulinante. Ensuite, ils l'essoreraient, partant de l'hypothèse profondément erronée que la laine emprisonnerait magiquement le sel. Le résultat de tout cet effort herculéen? Un mince filet d'eau qui était encore salé, mais qui avait désormais aussi le goût, puissamment et inoubliablement, de mouton mouillé. Ils n'ont pas inventé une machine de dessalement. Ils ont inventé un appareil à forte intensité de main-d'œuvre pour fabriquer la boisson la plus écœurante du monde. 15. La punition pour ivresse publique n'était ni une amende, ni une nuit au cachot. C'était une entrée forcée dans le monde de l'humiliation haute couture. Le contrevenant était condamné à porter le manteau de l'ivrogne,
qui n'était qu'un tonneau en bois standard avec des trous découpés pour sa tête et ses bras. Ce n'était pas seulement inconfortable, c'était un chef-d'œuvre de guerre psychologique. Vous deveniez un monument ambulant et dandinant à vos propres mauvaises décisions. Chaque tâche simple se transformait en numéro de comédie burlesque. Impossible de s'asseoir. Impossible de se pencher. Impossible de passer une porte. Vous étiez un fût de vin humain, forcé de mariner dans votre propre honte pendant que vos camarades vous montraient du doigt et riaient. C'était l'équivalent au XVIIe siècle d'avoir une vidéo virale de vous en train de dévaler un escalier, sauf que la vidéo vous suivait partout pendant 24 heures. 16. Le bœuf salé à bord était si éloigné de la nourriture réelle qu'il transcendait pour entrer dans une nouvelle catégorie de matière. C'était un minéral brun rougeâtre, conservé avec tant de sel qu'il devenait plus dur que le chêne et à peu près aussi appétissant. Essayer de le mâcher se solderait par une mâchoire cassée et un profond sentiment de désespoir. Alors, puisqu'il était totalement inutile comme source de nutrition, les marins lui trouvèrent une meilleure utilité: les arts et l'artisanat. Pendant les interminables heures d'ennui, ils sortaient leur couteau et sculptaient cette viande, fossilisée en choses dont ils avaient réellement besoin, comme des boutons, des pièces d'échecs ou de petites figurines de leurs proches. C'est le seul aliment de l'histoire humaine dont la valeur principale n'était pas d'être mangé, mais d'être réemployé comme matériau de construction. C'est une belle boucle de ceinture, John. Merci, autrefois c'était mon dîner. 17. On pourrait croire que, pour un groupe d'hommes dont le métier était de combattre l'océan lui-même, leur plus grande peur serait, vous voyez, les vagues géantes ou les monstres marins. Non. Leur kryptonite, c'était les roues. Je ne plaisante pas. Un marin pouvait être sur un navire tenu ensemble par du ruban adhésif et de l'espoir, avec un capitaine qui naviguait à l'aide d'un sandwich à moitié mangé, et ça irait. Mais s'il voyait une personne rousse sur le chemin du port, c'était une catastrophe totale. Alerte rouge, DEFCON 1. Tout le voyage serait compromis. C'était le présage funeste ultime, comme si les cheveux en feu de cette personne étaient une invitation personnelle à Satan de venir en personne couler leur navire. C'est comme croire que voir un type en chemise jaune provoque des crevaisons. C'est un niveau de bigoterie absurde et focalisé au laser, si spécifique et si stupide, que c'en est presque une forme d'art. 18. Chaque métier a cette tâche que personne ne veut faire. Pour les marins, cette tâche consistait à nettoyer la cale, ce qui n'était pas tant une tâche qu'une descente dans le 7e cercle de l'enfer avec un seau. La cale était la fosse septique du navire, son subconscient et sa soupe primordiale, tout en un. C'était une boue épaisse et écœurante, mélange d'eau de mer, de morceaux de nourriture vieux de 10 ans, de crottes de rats, d'excréments humains, des fantômes de rêves oubliés, et probablement au moins un membre d'équipage mort dont personne n'avait remarqué l'absence. L'odeur n'était pas seulement mauvaise, c'était une agression physique. C'était un effluve si puissant qu'il pourrait probablement faire fondre l'acier. Et le boulot de quelques pauvres âmes était de descendre dans cet abîme et de l'écoper. Ce n'était pas du nettoyage, c'était une fouille archéologique au cœur d'un cauchemar. On n'était pas payé pour ça, on avait juste perdu un pari avec Dieu. 19. Imaginez la scène, il fait un froid glacial, vous êtes trempé jusqu'aux os et vos pieds ressemblent à 2 blocs de glace. Une personne normale souhaiterait des chaussettes plus épaisses. Un marin? Il regarde le poisson qu'il vient d'attraper et a un moment de génie grotesque. Il se dit « Vous savez quoi? La peau de ce truc, c'est pratiquement un gant de pied préfabriqué. » Alors, ils écorchaient littéralement une morue ou un hareng et glissaient leurs pieds nus dans ce tube froid, visqueux et écailleux. Ils appelaient ça des chaussettes. Prenons juste un instant pour intégrer l'expérience utilisateur. Le choc moite du début. Le bruit de succion constant à chaque pas. Et l'odeur. Mon Dieu, l'odeur. Après un long quart, retirer ses chaussettes en peau de poisson libérait un danger biologique si puissant qu'on pourrait l'utiliser pour interroger des prisonniers. C'était moins un vêtement qu'un appel à l'aide. 20. Sur un navire où la vie humaine était bon marché et jetable, il y avait un être traité avec la révérence due à un roi, le chat du bord.
Ce n'était pas un animal de compagnie. C'était une divinité poilue, un dieu quadrupède du génocide des rongeurs. Son seul travail était de tuer les rats qui essayaient de manger le navire et la nourriture, ce qui le rendait plus précieux que la moitié de l'équipage. Par conséquent, s'en prendre au chat était le péché ultime. Tuer le chat du navire était considéré comme une insulte personnelle à la mer elle-même, garantissant qu'une vague scélérate surgirait de nulle part et vous traînerait tout droit au casier de Davy Jones. Un marin verrait son meilleur ami passer par-dessus bord et marmonnerait juste « Eh bien, quel dommage !» Mais si le chat éternuait, tout l'équipage paniquait, lui préparant un thé spécial et lui offrant sa ration de rhum. 21. Vous êtes parti depuis des années, vous avez survécu aux tempêtes et aux scorbut, et maintenant vous rentrez chez vous. Il vous faut rapporter un trésor pour prouver que tout cela en valait la peine. Mais voici le problème. La plupart des marins avaient l'expertise géologique d'un tout petit. Ils étaient sur une île exotique, voyaient une pierre brillante, et leur cerveau disjonctait. « De l'or !» hurlaient-ils, en bourrant leurs poches de pyrite, célèbre sous le nom de « or des fous ». Ils revenaient à leur port d'attache, fanfaronnant en entrant dans la taverne, claquant leurs sacs de cailloux scintillant sans valeur sur la table, s'attendant à ce que tout le monde soit impressionné. C'était l'équivalent au XVIIe siècle de frimer avec une fausse Rolex. C'étaient des hommes capables de lire les étoiles comme un livre, mais qui auraient échangé leur propre mer contre un bout de gravier jaune. 22. Être capitaine de navire signifiait être au sommet de la chaîne alimentaire. Vous aviez la plus grande cabine, la meilleure nourriture, et le privilège de vous empoisonner lentement à chaque repas, sans exception. Pendant que les plébéiens mangèrent leurs biscuits durs comme de la pierre, les officiers festoyaient dans des assiettes en étain raffiné et buvaient dans des coupes en étain. Le seul minuscule souci, c'est que cet étain, de luxe, était bourré de plomb. Ainsi, chaque gorgée de vin était une petite dose de lésion cérébrale. Cela entraînait les symptômes classiques du commandement. Une goutte atroce, des sautes d'humeur imprévisibles et un niveau de paranoïa qui leur faisait croire que les mouettes les espionnaient. Alors, quand votre capitaine vous condamnait à la flagellation pour avoir éternué trop fort, ce n'était pas seulement un tyran. C'était un tyran dont le cerveau était doucement en train de cuire à cause de sa propre vaisselle. 23. Sur un navire où le porc salé constituait un groupe alimentaire majeur, on pourrait croire qu'ils étaient plutôt à l'aise avec le mot « cochon ». Vous auriez tout faux. Dire le mot commençant par « P » à voix haute était considéré comme une provocation directe envers les dieux de la mer. C'était comme crier « bombe » dans un aéroport. Ils mangeaient littéralement l'animal au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, mais prononcer son nom était interdit. Cela a donné naissance à une collection absurde de mots de code. Ils l'appelaient « le gentleman à la queue en tire-bouchon » ou « le vieux long-groin ». C'est un niveau insensé de gymnastique mentale. Imaginez le cuisinier crier « Les gars, le dîner est prêt. Venez chercher votre porc salé, cet animal de ferme qui n'est pas un mouton. » Cela prouve qu'on peut être assez dur pour survivre à un ouragan tout en ayant peur d'un mot de 3 lettres. 24. L'image d'un équipage soudé travaillant en parfaite harmonie est une pure fantaisie. Un véritable équipage de navire était un chaos dysfonctionnel qui faisait passer les Nations Unies pour un modèle d'organisation. C'était un ramassis aléatoire de gens venus de tous les coins de l'Europe, qui avaient été dupés, enlevés, ou qui fuyaient simplement la justice. Vous aviez un Espagnol qui détestait l'anglais, qui ne comprenait pas le hollandais, qui prenait le portugais pour un idiot. Le capitaine hurlait un ordre dans une langue, il se transmettait à travers 3 autres, et quand il parvenait enfin aux marins censés faire la tâche, l'instruction était de « aller lutter avec l'encre ». Ce n'était pas un équipage, c'était un désastre linguistique flottant. Ce n'est pas un miracle qu'ils aient traversé l'océan. C'est un miracle qu'ils n'aient pas coulé dans le port. 25. Donc, votre navire a un problème. Ce ne sont pas seulement quelques rats. C'est une infestation totale, à 6 pattes, à 8 pattes et à pattes velues. Le bâtiment est plus insecte que bois. Quelle est la solution? Posez-vous des pièges? Utilisez-vous du poison? Non, ça, c'est pour les gens logiques sur la terre ferme.
La solution du marin était bien plus dramatique. Vous coulez votre propre navire. Volontairement. Ce coup de génie s'appelait le carénage. Il naviguait jusqu'à une baie peu profonde, faisait basculer tout le navire sur le flanc jusqu'à ce que la quille sorte de l'eau, et puis le laissait se remplir. La théorie, c'était que tous les rats, cafards et autres locataires indésirables auraient un moment de panique et fuiraient le bâtiment qui coule pour gagner la terre sèche. C'était la politique de la terre brûlée, ultime, pour la lutte contre les nuisibles. C'est comme trouver une araignée chez soi et décider que la seule réponse logique est de brûler toute la maison jusqu'aux fondations. 26. On pourrait croire que la qualification la plus importante pour le cuisinier d'un navire serait, vous voyez, la capacité à cuisiner. Vous auriez tort. Le trait le plus recherché, numéro 1, était de n'avoir qu'une seule jambe. Je suis tout à fait sérieux. Le cuisinier de la Cambuse était presque toujours un vieux vétéran buriné qui avait perdu une jambe lors d'une mésaventure antérieure. La logique, derrière cette étrange pratique d'embauche, était qu'un homme avec une jambe et une prothèse en bois pouvait mieux se caler face au roulis violent du navire. Il pouvait coincer sa jambe de bois dans une fente du plancher et devenir un trépied humain stable de médiocrité culinaire. Peu importait qu'il brûle régulièrement de l'eau ou qu'il pense que le sel est une épice pour tout, tant qu'il pouvait rester debout en remuant le ragoût douteux, c'était le meilleur homme pour le poste. 27. Les marins avaient une relation très compliquée avec le calendrier. Ils étaient obsédés par les jours chanceux et malchanceux, et le jour le plus malchanceux de tous était le vendredi. C'était le jour maudit, le jour dont on ne parlait pas. Partir en voyage un vendredi était jugé tellement catastrophiquement stupide que c'était, en gros, un suicide maritime. Peu importait que les vents soient parfaits, que l'équipage soit prêt et que la marée soit idéale. Un bon capitaine restait au port, brûlant des provisions et de l'argent, juste pour éviter de partir un vendredi. Il pouvait littéralement contempler des conditions de navigation parfaites et dire « Non, impossible. Le jour de la semaine ne va pas. » C'est le genre de logique qui vous fait vous demander comment ils ont réussi à déterminer quel bout du bateau était l'avant. 28. L'hygiène bucco-dentaire en mer était créative et profondément inquiétante. Il n'y avait ni brosse à dents ni dentifrice à la menthe. Le nécessaire dentaire d'un marin se composait de 2 éléments, un morceau de vieille toile à voile crasseuse et une pincée de poudre à canon. Le procédé était simple. On trempait le chiffon effiloché dans la poudre à canon, puis on se frottait les dents avec tout l'enthousiasme d'un homme qui essaie de sabler un mur. La poudre à canon est abrasive, certes, donc elle enlevait probablement une partie de la plaque. Mais c'est aussi, vous savez, de la poudre à canon. C'est un délicieux mélange de soufre, de charbon et de nitrate de potassium. Alors non seulement vous racliez votre émail jusqu'à l'anéantir, mais vous infligiez aussi à vos gencives une belle brûlure chimique. Le résultat, c'était un sourire moins blanc nacré et plus a récemment survécu à une petite explosion. 29. De toutes les choses dont il fallait avoir peur en mer, rien ne terrifiait davantage les marins que la légende du Hollandais volant. Ce n'était pas juste une histoire de fantôme racontée autour du feu de camp, c'était une réalité admise. Ils croyaient sincèrement qu'il existait quelque part un navire fantôme maudit, condamné à sillonner les océans pour l'éternité, et que le voir était le présage ultime de la mort. C'était l'équivalent maritime de voir la grande faucheuse elle-même vous faire signe de l'autre côté de la rue. Si une vigie apercevait ses voiles spectrales à l'horizon, l'ambiance à bord passerait instantanément de l'ennui à une terreur pure, à s'en faire dessus. C'était le voyant check engine, ultime pour votre âme. Oubliez pirates et tempêtes. La vraie menace, c'était un voilier effrayant et éthéré qui, probablement, n'existait même pas. 30. Les mots ont du pouvoir, surtout quand vous êtes un homme profondément superstitieux, flottant sur un morceau de bois au milieu d'un océan hostile. Le mot le plus interdit sur n'importe quel navire était « noyer ». Vous ne le disiez pas. Jamais. C'était comme invoquer Beetlejuice, sauf qu'au lieu d'un fantôme drôle, vous obteniez un aller simple pour le fond de la mer. À la place, ils avaient toute une bibliothèque d'euphémismes créatifs et populaires. Le plus célèbre était
allez au casier de David Jones, ce qui ressemble davantage à une visite dans une boutique d'antiquités excentrique qu'à une mort atroce et noyée. C'était un refus total de reconnaître le danger le plus évident de leur profession. Ils étaient littéralement entourés par ce qui pouvait les tuer à tout moment, mais ils n'arrivaient pas à se résoudre à le nommer. 31. Parlons du fluide le plus important sur n'importe quel navire. Ce n'était pas l'eau, ce n'était pas le café, c'était le rhum. L'alcoolisme n'était pas un problème pour les marins, c'était une exigence professionnelle. La ration quotidienne de rhum, appelée grog, n'était pas une friandise. C'était une part fondamentale de leur rémunération et de leur santé mentale. Un marin sobre était une anomalie étrange et suspecte. L'état par défaut de la plupart de l'équipage se situait quelque part entre agréablement grisé et entendre des sons. Cela avait parfaitement du sens, parce qu'il fallait être au moins partiellement ivre pour accepter un travail avec une forte probabilité de mourir du scorbut, d'une chute ou d'être mangé par sa propre nourriture. Le rhum n'était pas seulement une boisson, c'était l'huile moteur qui faisait tourner toute l'entreprise misérable et grinçante de l'âge des découvertes. 32. Les poules du navire étaient une source vitale d'œufs frais, un luxe rare en mer. Alors quand une poule tombait malade, c'était un problème sérieux. Comment la soignaient-ils? Avec la même expertise médicale qu'ils s'appliquaient à eux-mêmes. Ils lui donnaient du rhum. Si une poule avait l'air un peu abattue ou ne pondait pas, le remède consistait à lui faire avaler de force un peu de grog. La logique était irréprochable. Si l'alcool fait se sentir mieux un marin humain, ou au moins lui fait oublier qu'il se sent mal, alors ça doit marcher sur une poule. Alors vous aviez ces pauvres oiseaux, déjà en train de souffrir d'un mal aviaire quelconque, et qui, en plus, devaient maintenant gérer une gueule de bois handicapante. C'est un instantané parfait de la résolution de problèmes version marin. En cas de doute, ajoutez du rhum. Peu importe que le problème soit une personne, un animal ou un tonneau qui fuit. La réponse, c'est toujours le rhum. 33. Et maintenant, pour le grand final de la faute médicale, je vous présente le lavement à la fumée de tabac. J'aimerais inventer ça. L'équipement standard sur de nombreux navires était une trousse conçue pour souffler de la fumée de tabac directement dans le rectum d'un homme. On considérait cela comme une technique de réanimation à la pointe, surtout pour les victimes de noyades. La théorie était que la fumée chaude et stimulante allait... Eh bien, personne n'en était totalement sûr, mais ils pensaient en ce que cela ranimerait la personne de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, imaginez que vous venez d'être tiré, à moitié mort, de l'océan glacé. Vous haletez pour reprendre de l'air, et la première chose que vous voyez, c'est le chirurgien du navire qui s'approche de vous avec un soufflet, une pipe et un regard fou dans les yeux. Ce n'était pas seulement une mauvaise idée médicale, c'était une violation profonde de l'espace personnel et du bon sens. C'était l'idée la plus stupide dans une longue liste d'idées stupides, le roi incontesté du « À quoi pensait-il » 901. Et voilà. La preuve que les soi-disant maîtres des mers étaient aussi des maîtres de la superstition, de la mauvaise hygiène et de l'art de rendre tout 10 fois plus idiot. Laquelle de ces traditions de marins ridicules essayeriez-vous vraiment et laquelle vous a fait perdre totalement foi en l'humanité? Dites-moi votre choix dans les commentaires. Je les lis tous, sans exception. Et si vous aimez les histoires qui vous font rire, grimacer et vous demandez comment l'humanité a même survécu, écrasez le bouton « J'aime » et abonnez-vous tout de suite. Ne vous contentez pas de repartir en mer, restez dans les parages. On a encore une histoire encore plus bizarre qui arrive, et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la suite.